En parlant du coup de la pollution des océans, vous avez trouvé des ours hermaphrodites. Absolument. À cause des produits chimiques. Oui, il y a en Arctique à un moment, il y a des vieilles bases militaires. Il y a des cimetières de sous-marins nucléaires. Alors on a sorti les charges nucléaires de différents sous-marins pour les mettre dans un seul. Mais la charge, elle est là. Okay. Après, à côté de ça, tu as les plateformes pétrolières, les plateformes gazières. La mer de Barents, dans l'est de l'Arctique, au nord de la Norvège, est très hautement contaminée. Elle est dangereuse. La chaîne alimentaire, du plancton aux petites crevettes jusqu'aux poissons, elle est contaminée. Et donc les ours polaires, qui sont des carnivores, contrairement au grizzly que je rencontre au Canada, qui est d'abord un omnivore, mais qui mange beaucoup d'herbes et d'autres choses, un carnivore, eh bien, il est en haut de la chaîne alimentaire. Et donc tout ce que la chaîne a collecté au long de sa vie, lui, il va l'intégrer. Et comme ces mammifères marins se protègent avec une grosse couche de graisse, pour pouvoir vivre dans le froid, la graisse est le meilleur élément, le meilleur endroit pour stocker des toxines. Mais à ce point, je veux dire, comment ça se passe du coup à un ours hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il est à la fois mâle et femelle? Et concernant la reproduction, son mode de vie, ça ne marche pas. Oui, bah ça, voilà, certes, mais... voilà. Donc, alors ce sont des épiphénomènes, mais c'est une réalité. Pour revenir un instant au Pacifique, j'ai discuté il y a 3 ans déjà avec une native, donc une dame qui fait partie d'un des clans indiens, qui dirige un petit camping, et elle m'a dit, tiens, on a attrapé des saumons à 2 têtes, mais pas qu'un seul. Alors la nature a toujours eu des aberrations. Alors quand ça arrive une fois occasionnellement, on se dit ok, c'est une aberration. Maintenant, quand ça se répète à une certaine fréquence, rapidité, on s'interroge. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer dans l'océan et qui induit ces changements? Alors qu'il s'agisse du saumon ou de l'ours qui le consomme, on a un réel problème. Parce qu'au final, même par exemple pour le saumon, il y a de grandes chances que nous, on le consomme aussi après. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. Je pense qu'on doit tous il est aujourd'hui, alors, concerner. il faut toujours être prudent avec les études qui sont faites, mais on dit aujourd'hui que le saumon bio semble être plus dangereux que le saumon oui, j'ai entendu, oui. conventionnel. Pourquoi? Parce que le saumon bio est nourri à la farine de poisson pêchée dans l'océan. Bio à demi, quoi. Alors que le saumon conventionnel est nourri avec des pellets, des petites granules, dont on ne sait pas trop avec quoi elles sont fabriquées. Toujours est-il qu'elles ne viennent pas de l'océan. Donc elles ne contiennent pas de métaux lourds. Ok, intéressant. Et oui, non, les océans, il faut le retenir, ce sont nos plus grandes poubelles et c'est un drame. Trop énorme. Ce qui m'a particulièrement choqué dans ta conférence, c'est dont on parlait avant, c'est lorsque tu as évoqué des personnes que tu as parfois même rencontrées, qui sont mortes du coup suite à leur engagement pour la protection de la planète. Ils ont été vraiment supprimés par le gouvernement. Bon, par des tueurs à gages bien sûr, parce qu'il ne faut pas se salir les mains, mais c'est quand même scandaleux, parce que les États veulent pas prendre soin de la nature, c'est une chose, mais tuer des gens, c'en est une autre. Oui, il faut se replacer dans le contexte. Là, on est principalement au Brésil. Le Groenland n'a pas ce genre de problème. Heureusement, c'est une très très bonne démocratie qui fonctionne bien. Le Brésil, non. Le Brésil est convoité. Il est convoité à la fois pour le bois, parce qu'il a une réelle valeur sur le marché mondial. Et une fois qu'on a enlevé le bois et qu'on a brûlé le reste, eh bien, on peut commencer à exploiter. C'est-à-dire changer les terres de propriétaires et planter entre autres du soja qui va permettre d'engraisser du bœuf, de faire de la viande qu'on va ensuite exporter sur un marché mondial. Donc non seulement on vend le bois, mais ensuite en transformant les sols, on peut vendre par exemple de la viande à la terre entière. Et contre cela, les peuples autochtones n'ont aucun pouvoir. C'est le gouvernement central, mais ce sont aussi les gouverneurs des différentes provinces au Brésil, ou des différents states, comme ils appellent ça, qui dirigent. Et la corruption est loi. Car au final, tu dis que du coup c'est un peu l'argent qui est la principale raison de ces meurtres, de ces assassinats. Oui. Mais on est quand même face à une grande incohérence, parce que les dégâts environnementaux, au final, reviendront bien plus cher
au gouvernement et aux entreprises sur le long terme que juste se dire bah voilà, on tue des gens pour continuer notre commerce. Quand on épuise les ressources en matière d'énergie, les matières premières, etc. Donc au final, c'est un très mauvais calcul. Le capital, c'est un peu comme les moineaux dans ton jardin. Tu les chasses, ils vont chez le voisin. Et le capital, c'est pareil. Si tu mets des barrières à ce qu'on appelle le capital pour lui-même se multiplier, il va ailleurs. À une échelle moindre, j'ai un voisin au Canada qui travaille dans l'industrie du bois. C'est un monsieur qui conduit ces fameuses machines qui grimpent la montagne pour aller chercher le dernier sapin qui est tout en haut. Il sait le faire. Et on a discuté. Et il m'a dit, c'est ce que je sais faire, je ne sais rien faire d'autre. Et il était fier de ce qu'il fait. Il m'a dit, tu vois, dans ma vie, j'ai 52 ans, ça fait la deuxième fois que je récolte, c'est le mot utilisé, que je récolte du bois sur cette parcelle. Donc autrement dit, à 17 ans, il y était déjà, on a replanté et 30 ans après, on déboise déjà. Donc on met une pression folle sur la forêt et sur les humains. Le type, il sait faire que ça. Pour revenir à la question, est-ce qu'on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis? Je lui ai demandé, tu seras encore là l'an prochain? Il dit, ben non, on a tout coupé. Donc nous allons ailleurs. Parce que en plus, pour moi, clairement, ça fait des frais inutiles. Comme tu avais dit lors de la conférence, il y a des réfugiés environnementaux, si je peux les appeler comme ça. En Alaska, il y a des villages entiers qui doivent se déplacer et ça coûte $1 million par maison déplacée. Ouais. Donc en plus de modifier les lieux de vie des habitants, mais ça coûte extrêmement cher. Et les exemples comme ça, je pense qu'ils sont nombreux. Oui, ça coûte très très cher, mais c'est minime par rapport aux intérêts économiques qui sont en jeu. Je n'ai pas de chiffres en tête sur le volume de pétrole qui est exploité en Arctique, au large de l'Alaska, mais ce qu'on sait, c'est que M. Trump a remis en jeu un certain nombre de licences d'exploitation et d'exploration qui vont augmenter la productivité de l'exploration et de l'exploitation du pétrole dans les mers arctiques. Les royalties du pétrole sont suffisamment importantes pour pouvoir délocaliser quelques villages. C'est pas un problème. On a quand même une note positive au niveau de l'économie. Vous nous avez parlé du projet du centre commercial Europa City dans la banlieue parisienne qui se fera pas, alors qu'il y avait quand même 3 milliards d'euros d'investissement, plus pour 300 millions de clients attendus chaque année. Donc finalement, est-ce que c'est pas un début de réels actes pour l'environnement ? On aimerait penser que ce genre de décision, soit définitive, ce qui n'est probablement pas encore le cas. La décision apparemment est venue du président de la République, ce qui est un peu surprenant, parce qu'il y a entre lui et ce genre de projet un tas d'instances qui seraient à même de juger de l'opportunité ou pas d'un tel projet. Et évidemment, le personnel politique local monte au créneau en disant nous ne pouvons pas arrêter un tel projet, il en va de l'emploi, il en va de l'économie, etc. Et quand on parle d'emploi, on est réellement face à un problème. Il existe encore des personnes pour qui le réchauffement de la planète, c'est un discours largement exagéré. Qu'auriez-vous à dire aux climato-sceptiques ? Qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent, ou alors qu'ils aillent au Groenland, qu'ils aillent en Antarctique et qu'ils regardent ce qui se passe. Alors ils n'auront pas le recul. J'ai la chance d'avoir été au Groenland il y a 20 ans, d'y être retourné il n'y a pas longtemps. On voit le changement qui s'opère, on voit la vitesse à laquelle la banquise disparaît, mais pas que la banquise, également toutes les calottes glaciaires qui sont en train de fondre. Donc les climato-sceptiques, il faut qu'ils se taisent, il faut qu'ils retournent à leurs études et qu'ils laissent avancer ceux qui sont sur la bonne voie. C'est aussi en relation, mais on va dire que une personne qui elle trie ses déchets, elle fait attention à ce qu'elle mange, qui prend vraiment soin de l'environnement, est quand même bien vue, entre guillemets, au sein de la population. Mais peut-on en vouloir vraiment, par exemple, à une mère de famille qui gagne le SMIC, d'acheter par exemple des produits industriels qui polluent énormément, mais juste parce qu'ils sont moins chers, car on est quand même dans une période un peu de survie économique, donc liée forcément à l'emploi aussi, pour une grande partie de la population. Donc est-ce qu'on peut vraiment la blâmer parce que cette partie, elle est quand même très très présente, en fait, c'est presque une majorité.
Et quand on a une majorité de personnes qui ont une pression vis-à-vis de l'emploi, et d'un côté, les industriels, eux, leur point fort, c'est les bas prix. Je ne veux pas opposer la fin du mois à la fin du monde, mais la fin du mois vient avant la fin du monde. Et donc, dans l'ordre chronologique, il faut déjà traiter la fin du mois. Et il est évident que des familles qui vivent avec de faibles revenus n'ont pas le choix. Le bio coûte encore cher. Le Made in France coûte cher. Parce que nous avons des lois, et heureusement, des lois sociales qui protègent les gens, qui garantissent un revenu, etc. Tout cela a un coût, tout cela a un prix. Oui, que chacun fasse ce qu'il a à faire, ça lui donne la bonne conscience, ça aide, mais ce qui changera probablement les choses, c'est si nous faisons suffisamment pression sur le politique, sur les systèmes politiques à travers le monde. C'est là-dessus qu'il faut faire pression, c'est de là que le changement doit venir. Et paradoxalement, je pense que la société est beaucoup en avance dans ses attentes par rapport au changement, comparativement aux politiques. Le personnel politique est hyper prudent. Et si je pousse ma raisonnement un peu plus loin, ils ont de bonnes raisons. Parce que avancer sur le terrain qui consiste à sauver la planète, c'est risqué. C'est risqué politiquement parlant. Mais qui tente rien n'a rien. Ah, mais on peut tout perdre. Le gilet jaune qui est dans la rue, il n'a manifestement plus rien à perdre. Exact. L'homme politique qui est à l'Assemblée, il a tout à perdre. Ça ne pousse pas. Ça ne donne pas l'envie de bouger, de changer les choses. Pour faire bouger les choses, certains pensent révolution égale liberté. Est-ce que c'est pour vous, du coup, le meilleur moyen de procéder? C'est une piste. C'est une piste. J'ai montré l'autre soir, lors de la conférence, un panneau indicateur du côté de Molsheim, où quelqu'un a marqué « Révolution égale liberté » et à côté « Grand contournement ouest ». Donc il y a des gens qui y pensent aujourd'hui. Alors, faire une révolution, oui, ça a existé en France. Des têtes sont tombées. Il y a aujourd'hui, à travers le monde, énormément de foyers où ça bouillonne, où ça chauffe, où les gens sont prêts à mourir, où des gens meurent pour changer un système. J'espère que nous n'aurons pas à passer par cette étape-là, mais il va bien falloir de la pression des grandes masses, du peuple, pour que les choses bougent. Est-ce que peut-être des actions indirectes ne seraient-elles pas plus efficaces? Par exemple, d'un point de vue économique, mais là, ça sous-entendrait du coup que presque l'entièreté de la population joue le jeu. Mais si on avait vraiment des grands mouvements de masse, ou est-ce qu'on fait par exemple des boycotts, mais ciblés, quelque chose qui soit réfléchi, ça serait peut-être plus efficace et il y aurait moins de morts en fait qu'avec une révolution classique. Peut-être qu'aujourd'hui, je pense qu'on devrait réfléchir à une autre manière de se révolter qui aurait peut-être plus d'impact car elle serait indirecte et du coup, nous on aurait moins de dégâts de notre côté au fait. Difficile, difficile de... Alors on peut boycotter une enseigne par exemple, ponctuellement, en disant nous n'achèterons plus chez eux, nous n'achèterons plus tel ou tel type de produit, qu'il s'agisse de produits carnés, qu'il s'agisse... Ça a bien marché pour les manteaux en fourrure, ou contre les manteaux en fourrure par exemple. C'est très ciblé, c'est très, très étroit en termes de spectre. Là, c'est tellement large. Non, je pense qu'il faudra réglementer. Quelqu'un l'autre jour, dans un question-réponse, me disait mais est-ce qu'il faut aller vers une dictature verte? Autrement dit, est-ce qu'on va devoir nous imposer demain? Je pense que oui. Pour finir, vous avez conclu en insistant qu'il faudrait mettre en place une éthique de la Terre, donc peut-être similaire à cette dictature verte, quoique le mot est moins fort. Si vous deviez la rédiger, cette éthique de la Terre, quels en seraient ses grands fondements? Il faudrait rester simple dans la façon de l'exprimer pour qu'on puisse l'intégrer et le retenir. Une des idées quand on parle d'éthique de la Terre, c'est en tant qu'humains, nous nous remettions à notre modeste place comme étant un des éléments d'un tout et non pas comme un super prédateur qui a droit de vie ou de mort sur à peu près tout ce qui nous entoure. Et donc élargir notre spectre, ouvrir notre cœur aux petits insectes, aux Big Five des animaux africains, etc.
C'est-à-dire c'est un tout et nous en faisons partie, et si nous ne prenons pas garde à tous les autres espèces, nous aussi à terme. Une fois qu'on a compris ça, ça peut changer les choses. Et je prends souvent cet exemple en Colombie-Britannique, que jusqu'à il y a 3 ans, on pouvait chasser le grizzly uniquement pour avoir la peau de l'animal. Donc c'était le trophée, moi, chasseur, j'ai réussi. Ça a été interdit, non pas parce que le grizzly soit réellement en danger, mais parce que la population de la province pense que éthiquement, c'est juste pas bon. Et donc, on a changé de gouvernement au niveau de la province, et du jour au lendemain, ça s'arrête. Donc ça marche. De façon plus symbolique, mais ça illustrant peut-être encore mieux le propos, à Yellowstone, il y avait des affiches qui disaient « Ne marchez pas sur cette petite fleur, le visiteur derrière vous voudra aussi l'admirer ». C'est très centré sur nous-mêmes, c'est très égoïste comme les Allemands. Et les panneaux ont été changés. Et le panneau, il dit « Ne marchez pas sur cette petite fleur, elle fait partie d'un tout et elle a le droit de vivre. Foutez-lui la paix. » Voilà, quand nous aurons compris ça, peut-être qu'on aura le tout début d'un nouveau cheminement. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'est ainsi que notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour terminer, j'aimerais vous dire mon avis personnel sur la question du réchauffement climatique. On ne peut pas changer les lois de la nature, les lois humaines en revanche, si. Alsace Nature et moi-même, on vous dit à très bientôt.